J'ai voulu mettre un petit coup de touche personnelle où je fais tomber les fleurs. Mathieu, qui ne connaît pas Mathieu? Quelqu'un connaît Mathieu? Qui ne connaît pas Mathieu? Il y en a plein qui connaissent pas Mathieu. Oh, Mathieu, quand même. Faites-moi plaisir, levez pas la main. Ça. Mathieu, tu es animateur, entrepreneur, animateur du podcast Génération Do It Yourself et de la Martingale, c'est ça? Tout à fait, la Martingale sur les finances perso. Mathieu, on a 15 minutes. 15 minutes pour parler justement de la croissance en 2024. Quelles sont les tendances clés que toi, tu as identifiées pour libérer la croissance cette année? Ça tombe bien, déjà, je suis connu pour être concis, donc c'est bien. Écoute, les tendances clés, déjà, il y a une grosse tendance clé qu'on subit pour beaucoup d'entrepreneurs qui sont ici, c'est quand même la fin de l'hélicoptère money, comme on appelle ça, des financements dans tous les sens. Donc c'est beaucoup plus compliqué de se financer et de lever de l'argent. Donc dans les entreprises de la tech, qu'on a souvent besoin au début, mais même par la suite, on voit que on a quand même asséché les leviers de financement, ce qui veut dire qu'il faut être beaucoup plus pragmatique, rationnel. Puis on revient à quelque chose auquel moi je suis peut-être plus habitué parce que j'ai fait pas mal de ce qu'on appelle du bootstrapping, donc de l'autofinancement. Mais on revient à un endroit où il faut faire de l'argent, de l'EBITDA, de la marge. Et donc c'est une nouvelle équation pour beaucoup. C'est un retour à la normale pour d'autres. Mais ça, c'est vraiment très important. Ça peut paraître un peu une mauvaise nouvelle comme ça, mais en vrai, c'est plutôt une assez bonne nouvelle. Ça, on revient à des choses assez sensées dans le business. Après, ce qu'il faut voir, c'est que pour ça, il y a plein de nouvelles choses qui sont des vraies opportunités pour les plus jeunes qui sont ici. Faut absolument être à fond sur l'automatisation d'une part et l'IA par la suite. Et ça, il y a énormément d'outils. Enfin, on a tendance à pas trop s'en rendre compte, mais des outils comme Conto, mais plein d'autres en fait, permettent de faciliter la comptabilité, les dépenses, de tout automatiser de manière vraiment assez hardcore. Et l'IA ensuite, on arrive à vraiment l'étape 1. On a passé l'an 0 l'année dernière et aujourd'hui, on arrive à un moment où on peut vraiment pousser les leviers de l'IA, automatiser pas mal de choses. Je pense à de la création de contenu, je pense à de la traduction, je pense à du data crunching. Nous, on fait pas mal de choses. On crée des PowerPoint entiers de 80 pages avec de l'IA. Donc, tu peux faire pas mal de choses. Et il y a un autre levier qui est hyper intéressant, qu'on connaît aussi depuis quelques années, mais on est loin d'être arrivé au bout du compte. Et là, je pense être un bon exemple, c'est la création de contenu. Sur YouTube, on peut faire encore plein de choses, sur des tas de niches, sur Insta, sur TikTok, enfin sur tous les réseaux sociaux et plein qui arrivent aussi, ou qui reviennent. L'emailing, par exemple, c'est un truc que personne n'a vu revenir et qui cartonne aujourd'hui, qui permet vraiment d'adresser directement à ses clients, à ses prospects. Et enfin, il y a un projet qui m'est cher, qui est en train de vraiment d'éclore big time aux États-Unis, qui est la reprise d'entreprise. On y reviendra peut-être si tu veux, mais la reprise d'entreprise, c'est un truc qui est un tsunami, un sous-jacent qui est en train d'arriver. On a 700 000 entreprises qui vont être à vendre dans les 10 prochaines années. On a un quart des entreprises qui appartiennent à des entrepreneurs et entrepreneuses de plus de 65 ans. Donc, il se passe un truc là, avec les effets cumulés de la création de contenu, de l'automatisation et de l'IA. En fait, il est en train de se passer quelque chose sur lequel la start-up, avec une grosse levée de fonds, est plus le seul et unique moyen de lancer une grosse entreprise à l'avenir. Tu es très concis puisque tu as répondu à toutes mes questions déjà. Ouais, merde. Non, mais quand on préparait cette conférence, tu m'avais parlé aussi de quelque chose qui est aussi la rencontre physique avec le client. Ça, c'est très important. Et à l'inverse, pour aller dans le sens de l'automatisation, on a longtemps cru que l'automatisation, c'était remplacer, on est arrivé vraiment au bout du bout, et ça a un peu accéléré tout ça avec le Covid, que l'automatisation allait remplacer l'humain. L'humain, c'est pas du tout fini. Enfin, les restos ont rouvert et ils marchent très bien. Des boutiques dans plein d'univers fonctionnent très bien également. Et je pense qu'il faut utiliser l'automatisation pour faire toutes les tâches rébarbatives, les choses reloues qu'on n'a pas envie de faire et refaire et qui sont... on est arrivé à un moment dans des situations ubuesques, quoi. On passait nos journées à remplir des PowerPoint. Est-ce que vraiment le sujet d'un entrepreneur, c'est remplir des PowerPoint ou des fichiers Excel? Enfin, moi, en tout cas, c'est pas mon trip, tu vois. Et je pense que faire des rencontres
rencontres, voir des personnes, avoir des idées, se serrer la main pour se dire on fait ça, c'est quelque chose de très important. Et là, je crois qu'on revient vraiment là-dessus, dans la prise de décision, dans la créativité. Et cette automatisation doit vraiment être vue comme ça, pas dans quelque chose qui fait qu'on ne doit plus se voir, passer sa journée à faire des mails. Il faut être capable de se voir en vrai, il faut être capable de se voir en visio aussi quand il faut. Mais je crois qu'on revient à quelque chose de plus sain, finalement. Je pense que c'est le rêve de tout entrepreneur et de chef d'entreprise de passer la plupart de son temps à penser à l'avenir, à son produit, à faire de belles rencontres, à serrer des mains, faire des beaux partenariats, à signer des gros contrats, des gros clients. Ce que tu dis, c'est qu'il faut surtout mettre l'intelligence artificielle au service des tâches les plus rébarbatives, voire même devenir de nouveaux employés. Et finalement, l'IA peut aussi être cette main-d'œuvre qu'on ne trouve pas. Tu vois, Sam Altman, le patron d'OpenAI, disait il y a quelques semaines dans une conférence que le premier entrepreneur potentiellement, le billion-dollar solopreneur, donc le premier entrepreneur qui vaudra $1 milliard en valorisation solopreneur, a probablement déjà lancé sa boîte grâce ou autour d'OpenAI et d'autres outils d'IA. Donc on est vraiment sur quelque chose qui peut accélérer, encore une fois, pas mal de choses. Ce que je dis, c'est pas juste serrer des pinces, hein, c'est pas si simple que ça, mais c'est aussi vraiment être concentré sur l'efficacité, pas concentré sur justement ceux qui... Il y en a beaucoup qui kiffent se tourner autour de l'outil et de l'automatisation et faire que ça. Moi, je l'ai vu à pas mal de reprises, les limites de ça. Il y a une limite, en fait. Il y a des limites. Il y a un moment où quand tu reçois 8 fois le même mail automatique qui arrive, tu le regardes plus, en fait. Donc, il y a un moment, tu as besoin que quelqu'un t'appelle, tu as besoin d'humain, en fait. Et ça, c'est dans tous les jobs, je pense que c'est pareil. Que tu sois dev, créa, sales, en fait, à un moment, l'humain est quelque chose qui va permettre d'être plus efficace, d'être plus rapide. Et ça, je crois vraiment que c'est une des grosses tendances qu'il ne faut pas sous-estimer en 2024. Alors, il me reste 2 questions pour toi. La première, c'est automatiser, OK. Là, on parle de plein de choses. Par quoi les entrepreneurs aujourd'hui doivent commencer? On commence par automatiser quoi? La relation client avec un chatbot sur le site internet. On commence à automatiser la partie facturation. Qu'est-ce qu'on automatise? Par quoi on commence? Eh ben, exactement, j'irai pas du tout sur l'automatisation de la relation sur le chatbot, Okay. parce que ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose où tu perds le lien avec ton client. Okay. Je pense qu'à l'inverse, quand un client vient vers toi, un prospect, sauf si c'est une tâche sur laquelle tu peux facilement lui répondre tout seul, mais il sent tout de suite quand c'est une machine. Donc, la relation client, tu dois la garder à fond, en direct, pour remonter des infos, comprendre, donc ça, on n'automatise pas. Voilà. Et Amazon est un super exemple là-dessus, hein. Ils sont à fond sur la relation client et au moins possible sur l'automatisation, sauf quand c'est facilement faisable et que ça fait le job. En revanche, sur tout ce qui est... alors ici, on est avec Conto, mais tout ce qui est automatisation de... Je vais te donner un exemple. Moi, sur mes comptes, par exemple, aujourd'hui, alors j'ai une plus petite entreprise qui gère mes podcasts, par exemple. Sur mes comptes, j'ai automatiquement de l'argent qui va aller se mettre dans certains sous-comptes pour payer l'URSSAF, payer, etc., etc. Et puis après, tout ça, j'ai pu à le faire. Mais c'est magique. Moi, il faut voir quand même qu'il y a 10 ans, on parle mais même pas, il y a 7 ans, vous disiez que vous avez ouvert Conto, il y a 7 ans, je devais tous les ans envoyer, ou tous les mois, une enveloppe avec mes petites facturettes à ma comptable. Oui, mais j'ai l'impression que c'est l'âge préhistorique. Et tu vois, tout ça, il y en a encore, mais moi, je veux plus faire ce genre de choses. Tu vois, je veux plus faire ça. C'est impossible. Et ça, il y en a plein, en fait. Donc, dans les relances, dans l'utilisation des CRM, dans l'utilisation de toutes les choses rébarbatives, toutes les tâches qui sont automatisables et on les voit dans la création de contrats, dans l'échange, enfin je sais pas, je pourrais tout ça, mais alors, dans les calculs aussi. Nous on fait par exemple des valorisations d'entreprises automatiques. Tu me donnes un sirène, je vais récupérer les données et derrière je peux te donner automatiquement la valeur de ta boîte. On parle aussi de personal branding avec des dirigeants qui ont besoin de se faire connaître et ça passe par aussi de la création de contenu en ligne sur les réseaux sociaux, se faire inviter dans des podcasts, sur des plateaux télé, créer des articles. Est-ce que le personal branding du dirigeant est toujours un levier de croissance pour toi en 2024 ? Alors, j'ai envie de te dire oui, mais je reviendrai sur le mot personal branding. Okay. J'en parlais ce week-end dans ma newsletter, justement, pour moi, le personal branding, c'est une mauvaise approche. C'est-à-dire quand tu es dans du personal branding, c'est 2 mots sur lesquels on sent que tu vas parler de toi. Ce que vont chercher tes lecteurs, tes auditeurs, les personnes qui vont te suivre sur YouTube, les personnes qui vont te lire sur ta newsletter, c'est l'utilité que tu vas leur apporter. Si tu passes ta vie à parler que de toi,
en fait, à un moment, ça les intéresse pas. Si tu vois, un média qui ne parlerait que de lui, ça n'a aucun intérêt. Si j'avais voulu faire ça, j'aurais fait un podcast sur Cosa Vostra, l'agence digitale qu'on a créée il y a 10 ans, et puis j'aurais parlé que de ça. Et puis j'aurais 8 auditeurs par épisode, même pas, je pense que j'en aurais plus d'ailleurs, et j'aurais arrêté. Donc l'idée, c'est plus de se dire comment je peux être utile à un écosystème, à mes clients, mes fournisseurs, tout l'écosystème. Ça peut être des podcasts ou des YouTube de niche, très niche. Ça peut être un truc sur, je sais pas moi, le dentaire animalier, tu vois. Enfin, tu peux aller très très loin, mais il y en a plein qui font des trucs sur lesquels tu as peut-être 200, 300, 400 écoutes, visiteurs. Tu es très très niche. Cependant, dans ton secteur, tu es le meilleur et tu vas proposer un contenu utile. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, la base. Donc, parler de personal branding, je ne suis pas sûr que ce soit toujours l'approche. On doit réfléchir à ses valeurs, à son utilité, à sa ligne éditoriale. Donc ça, c'est hyper important. Publier, c'est hyper important. Mais moi, je fais venir des concurrents, des clients, des fournisseurs, des confrères, et je les travaille dans plein de choses. Je pense que c'est la base. Tu viens de dire publier. C'est important parce qu'il faut avoir le temps de publier. En tant qu'entrepreneur, il faut avoir le temps de faire du contenu. Est-ce qu'il n'y a pas une façon d'automatiser un petit peu cet aspect-là aussi? En fait, c'est un choix. Okay. Tu as 2 options aujourd'hui. Et d'ailleurs, avant, tu n'avais pas ces 2 options. Soit tu payes pour être visible, soit tu travailles pour être visible. Moi, j'ai choisi de travailler pour être visible. Si tu payes pour être visible, tu mets des AdWords, tu vas sur BFM TV, tu vas sur Le Figaro, tu vas sur Les Échos, tu fais ce que tu veux, tu payes, ça marche, c'est immédiat, tac, t'es visible. Ok ? Pas tout est payant sur BFM. Non, une partie. Mais tu vois, ce que je veux dire, tu peux être invité aussi dans de l'éditorial, oui, évidemment. Mais je le suis assez fréquemment d'ailleurs. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Pardon, autant pour moi. Ça, c'est chez Bismart. Voilà, merci. Et donc, pardon, j'ai ça glissé. Et donc, c'est plus ce que je disais du coup. Non, je dis que c'est l'approche du SEO, ouais. Ou de la création de communauté. On commence tous avec une communauté avec 0 personne dedans. Oui. Avec 0 lecteur, avec 0 auditeur, avec 0 abonné sur YouTube. On commence tous par là. Soit tu as le choix, tu prends le choix et tu te dis je vais y aller, et tu crées au fur et à mesure, tu builds un truc. Sur Alvo, on fait du référencement naturel depuis 18 mois. On a mis 18 mois à construire un truc qui commence maintenant à payer. 18 mois. Avant, il n'y avait rien, c'était le néant. En revanche, là, tous les mois, on a, je crois, entre 10 et 15 000 en trafic naturel sur un business assez niche. On est très content. Et je pense que dans 6 mois, on aura doublé encore parce que tu as un levier de croissance qui est assez fort quand tu le fais bien. Donc, il faut produire. Mais après, c'est un choix. Il y a des gens aussi qui ont des affinités, des atomes crochus. Tout le monde ne doit pas y aller. Si tu n'es pas fort, si tu n'aimes pas faire ça, n'y va pas. Maintenant, avoir quelqu'un dans ton équipe qui est capable de faire ça, qui kiffe et qui est fort, en fait, qui s'épanouit là-dedans, c'est un atout, mais de malade, en fait. Nous, dans toutes nos boîtes, moi, aujourd'hui, mon apport, c'est ça, en fait. C'est d'apporter de la créativité, de la création de contenu, une dynamique et de l'exécution dans tout ça. Tu soulignes quand même l'importance d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ça, sur la partie diffusion de ton contenu. Et quelqu'un au plus haut possible dans la boîte. Faut pas que ce soit... un stagiaire community manager. Non. Parce que sinon, en fait, là, il va soit faire des trucs qui vont pas plaire au plus haut, soit faire des trucs qui vont pas plaire aux clients, etc. etc. Okay. Donc, il faut un engagement réel de l'entreprise pour se dire, en gros, on va être visible, une personnification par de multiples personnes, en France, comme toi, et puis dans différents pays potentiellement, et puis vraiment pousser les gens à mettre en avant l'entreprise. Mathieu, il nous reste une petite minute. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le reprenariat ? Tu en as rapidement parlé. Qu'est-ce que c'est vraiment pour toi un levier de croissance pour 2024 ? En fait, tout le monde, et je pense que si j'extrapolais ou je posais la question, mais on n'a pas le temps, tout le monde pense que ça les regarde pas. J'en connais quelques-uns, je vois Hugo là-bas qui a repris une boîte l'année dernière, mais en fait, les plus grosses boîtes dans le monde, et y compris les plus grosses boîtes de la tech, ont été rachetées. Tesla a été racheté par Elon Musk. PayPal était une fusion de X et PayPal. Donc la fusion-acquisition, c'est vraiment quelque chose... Là-bas, LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy. Enfin, je veux dire, il n'avait rien avant Bernard Arnault. Enfin, rien, j'exagère un peu. Mais c'est 1%, même pas 1/1000 de % de ce qui est devenu LVMH aujourd'hui. Ouais. Et c'est que du build-up. Le build-up, ça se fait à partir de 4 personnes. Moi, j'ai racheté une entreprise, une newsletter l'année dernière qui s'appelle MagMag. Je vous recommande tous. 200 € par an, je vous ferai une remise. Et on a, en un an,
fait 2,5 fois le chiffre d'affaires sur Magma. En fait, on a acheté une entreprise qui vaut 200 000 euros. Il y avait 2 personnes dedans. Aujourd'hui, elle fait presque 500 000 euros, plus de 500 000 euros même. Et il y a 3 personnes et demie dedans. Et elle était à peine rentable et elle l'est aujourd'hui carrément. Donc c'est possible et dans tous les étages. Et c'est le meilleur moment pour le faire parce qu'on achète des entreprises à des boomers, comme on dit, qui sont en train de laisser la main, qui n'ont pas automatisé leurs entreprises, qui n'ont pas fait d'IA, qui n'ont pas fait de contenu. Donc, en fait, vous allez faire exploser leur valeur. Donc, c'est le moment. Merci beaucoup, Mathieu. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Alexia. Merci, Conto.